Il existe un étrange paradoxe au cœur du comportement humain. Nous prétendons vouloir la liberté, le succès et le contrôle de nos vies. Pourtant, lorsqu'on nous donne l'opportunité de saisir le pouvoir, la plupart des gens se dérobent. Ce n'est ni accidentel ni aléatoire. C'est un choix délibéré qui se répète à travers les cultures et tout au long de l'histoire. Voici la vérité inconfortable. La plupart des gens ne veulent pas le pouvoir. Ils veulent la sécurité. Ils ne veulent pas la responsabilité. Ils veulent le confort. Ils ne veulent pas diriger. Ils veulent être protégés. Cette réalité fondamentale explique pourquoi les sociétés fonctionnent comme elles le font, pourquoi les systèmes politiques évoluent comme ils l'ont fait, et pourquoi vous pourriez être en train de saboter inconsciemment votre propre potentiel en ce moment même. Pourquoi la faiblesse semble confortable? Commençons par une simple observation. La faiblesse offre des avantages significatifs. Cela peut sembler contre-intuitif, mais l'impuissance s'accompagne d'avantages puissants. Premièrement, la faiblesse élimine la responsabilité. Lorsque vous vous positionnez comme impuissant, vous n'avez pas à prendre de décisions difficiles. Vous n'avez pas à établir de limites. Vous n'avez pas à décevoir les gens. Vous évitez le fardeau psychologique de choisir. Au lieu de cela, les circonstances choisissent pour vous. Les autres prennent les décisions difficiles. Vous vous contentez de réagir à ce qui se passe autour de vous, plutôt que d'initier vous-même l'action. Considérez combien de personnes se plaignent de leur travail sans jamais envoyer de CV, ou combien restent dans des relations insatisfaisantes sans jamais avoir de conversations difficiles. La douleur d'une situation connue est plus confortable que la responsabilité de créer quelque chose de nouveau. Deuxièmement, nos structures sociales récompensent activement les manifestations de faiblesse. Nous éprouvons de la sympathie pour les victimes. Nous offrons du soutien aux personnes vulnérables. Nous nous précipitons pour aider les démunis. Ces réponses ne sont pas mauvaises. La compassion est nécessaire pour des sociétés fonctionnelles. Mais cela crée une structure d'incitation perverse où démontrer sa vulnérabilité peut générer plus de ressources sociales que démontrer ses capacités. Cette dynamique se joue partout. Dans les relations personnelles, le partenaire qui paraît plus fragile obtient souvent plus d'influence. Dans les dynamiques de travail, exprimer son incapacité peut réduire les attentes et la charge de travail. Dans le discours politique, revendiquer un statut de victime peut protéger les idées des critiques. Troisièmement, notre biologie renforce cette tendance. Les êtres humains ont évolué pour conserver l'énergie et éviter les risques inutiles. D'un point de vue évolutif, défier l'autorité ou sortir des hiérarchies sociales établies représentait des dangers potentiellement mortels. Nos ancêtres qui jouaient la sécurité, qui ne faisaient pas de vagues, qui acceptaient leur position, ils ont survécu pour transmettre leurs gènes. Cette programmation biologique se manifeste comme le chemin de moindre résistance. Il est plus facile de se plaindre que de créer. Il est plus simple de blâmer que de construire. Il est moins fatigant de critiquer que de construire. Votre cerveau gravite naturellement vers la minimisation de l'effort et du risque. Une adaptation de survie utile qui devient problématique dans un monde qui récompense l'initiative et le courage. Le confort de la faiblesse n'est pas seulement psychologique, il est neurochimique. Rester dans votre zone de confort maintient des niveaux stables de dopamine. Prendre des risques crée des pics de cortisol. Votre cerveau interprète la sécurité comme du plaisir et le changement comme une menace. Cela fait que l'impuissance se sent littéralement mieux à court terme, même si elle endommage votre vie à long terme.
L'avertissement de Nietzsche, la mentalité d'esclave. Le philosophe Friedrich Nietzsche a reconnu ce schéma il y a plus d'un siècle. Dans son œuvre « La généalogie de la morale », il a décrit ce qu'il appelait la morale d'esclave, un système de valeurs qui émerge des positions de faiblesse. Nietzsche a observé que tout au long de l'histoire, différents cadres moraux ont émergé en fonction des positions de pouvoir. Les puissants ont développé ce qu'il appelait la morale de maître, valorisant la force, le courage, la véracité et la réussite. Ceux sans pouvoir ont développé la morale d'esclave, mettant l'accent sur l'humilité, la pitié, la patience et la soumission. L'idée cruciale n'était pas seulement que différents groupes avaient des valeurs différentes, c'était que la morale d'esclave fonctionne en inversant la morale de maître, redéfinissant la force comme mal et la faiblesse comme bien. Dans ce cadre, le pouvoir devient corrupteur, l'ambition devient arrogance et l'affirmation de soi devient égoïsme. Pendant ce temps, la douceur devient vertu, la soumission devient sagesse et le sacrifice de soi devient l'idéal suprême. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, cela fonctionne aujourd'hui. Considérez comment nous regardons souvent les personnes qui réussissent avec suspicion. Ils ont dû tricher d'une manière ou d'une autre. Ils sont probablement malheureux malgré leur réussite. Ils ont sacrifié leur humanité pour le succès. Ce ne sont pas des évaluations objectives, ce sont des mécanismes de défense psychologique qui nous protègent de la confrontation avec notre propre potentiel inexploité. Cette mentalité d'esclave se manifeste dans la célébration de la médiocrité. Nous nous réconfortons avec des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » et « c'est solitaire au sommet » pour justifier l'inaction. Nous élevons le concept d'être authentique au-dessus du défi de la croissance. Nous redéfinissons le confort comme sagesse et l'ambition comme pathologie. La culture moderne amplifie ce schéma en promouvant le statut de victime comme identité. Plutôt que de voir les difficultés comme quelque chose à surmonter, beaucoup les portent maintenant comme un badge d'honneur. Il ne s'agit pas de diminuer la souffrance réelle. Il s'agit de souligner comment les griefs légitimes se transforment facilement en limitations psychologiques permanentes. Nietzsche a averti que cette mentalité ne créerait pas d'épanouissement. Elle pourrait offrir un confort temporaire, mais elle nie la pulsion humaine fondamentale vers la croissance, la maîtrise et le dépassement de soi. Selon lui, le véritable épanouissement ne vient pas d'éviter le pouvoir, mais de l'exercer de manière responsable, de créer plutôt que de simplement critiquer, de construire plutôt que de simplement blâmer. L'ombre de Carl Jung. Pourquoi vous craignez votre propre pouvoir? Si l'impuissance est si peu satisfaisante, pourquoi la choisissons-nous? Carl Jung, le psychiatre et psychanalyste suisse, a offert une explication profonde avec son concept de l'ombre. Jung a proposé que chaque personne développe un ego conscient, le soi que vous présentez au monde et reconnaissez comme vous. Mais parallèlement à cela, vous développez une ombre, tous les aspects de vous-même que vous avez rejetés, supprimés ou niés. Cette ombre ne disparaît pas, elle reste active dans votre inconscient, influençant votre comportement de manière que vous ne reconnaissez pas. Voici l'idée cruciale. Beaucoup de gens poussent leur pouvoir, leur ambition et leur force dans l'ombre. Dès la petite enfance, nous apprenons à supprimer ces qualités. On nous dit de ne pas nous vanter, de ne pas nous démarquer, de ne pas défier l'autorité. « Pour qui te prends-tu » devient le refrain qui pousse notre potentiel dans l'obscurité.
l'ombre ne contient pas seulement des qualités négatives comme l'avidité ou la colère. Elle contient également des qualités positives que nous avons peur de posséder. Notre brillance, notre force, notre capacité de leadership. Nous craignons ces aspects parce qu'ils nous obligeraient à changer, à prendre des responsabilités, à potentiellement faire face au rejet ou à l'échec. Jung a observé que ce que vous résistez en vous-même ne disparaît pas. Cela vous contrôle. Votre pouvoir désavoué ne disparaît pas. Il se manifeste comme auto-sabotage. Cela explique le phénomène déconcertant des personnes qui sapent répétitivement leur propre succès. Elles s'approchent de la réussite, puis s'effondrent mystérieusement. Elles développent des maladies avant des présentations importantes. Elles cherchent des disputes dans des relations autrement saines. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. C'est l'ombre à l'œuvre. Le soi désavoué crée des situations qui vous maintiennent en sécurité dans votre identité établie. Si vous croyez secrètement que vous ne méritez pas le succès, votre inconscient travaillera sans relâche pour prouver que cette croyance est correcte. Cette dynamique explique pourquoi les personnes qui grandissent dans des circonstances difficiles recréent souvent des défis similaires à l'âge adulte. Ce n'est pas qu'elles veulent souffrir, c'est que le familier, même s'il est douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. De nouveaux niveaux de réussite ou d'épanouissement déclenchent une anxiété inconsciente parce qu'ils contredisent votre concept de soi établi. La force redoutée dans votre ombre se manifeste également comme projection. Vous attribuez aux autres le pouvoir que vous vous refusez. Vous voyez les autres comme des oppresseurs, comme des menaces, comme contrôlants, sans reconnaître que vous percevez en réalité les aspects désavoués de votre propre potentiel. Vous voulez en savoir plus sur la récupération de votre pouvoir? Abonnez-vous maintenant. La véritable croissance nécessite d'intégrer l'ombre, reconnaître et accepter le pouvoir que vous avez nié. Il ne s'agit pas de devenir dominateur ou agressif. Il s'agit de récupérer le spectre complet de vos capacités. Il s'agit de reconnaître que votre pouvoir n'a pas à nuire aux autres. Il peut mieux les servir que votre faiblesse ne le pourrait jamais. Le piège caché, l'impuissance apprise. Au-delà de la psychologie individuelle, il existe des facteurs systémiques qui cultivent l'impuissance. L'un des plus insidieux est ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. Dans les années 1960, le psychologue Martin Seligman a mené une série d'expériences qui ont révélé quelque chose de troublant sur la façon dont nous réagissons aux circonstances hors de notre contrôle. Il a découvert que lorsque les sujets faisaient face de manière répétée à des situations douloureuses dont ils ne pouvaient pas s'échapper, ils finissaient par cesser d'essayer de s'échapper, même lorsque l'évasion devenait possible. Ce schéma d'impuissance apprise explique beaucoup du comportement humain. Les personnes qui grandissent dans des environnements chaotiques, qui connaissent des échecs répétés ou qui font face à des barrières systémiques développent souvent la conviction que leurs actions n'affecteront pas les résultats. Cette croyance devient auto-réalisatrice. Elles cessent d'essayer parce qu'elles savent que cela ne fonctionnera pas, garantissant ainsi que rien ne change. Ce qui est vraiment troublant, c'est combien d'institutions sociales favorisent involontairement ou intentionnellement l'impuissance apprise. Considérez les systèmes éducatifs traditionnels. Les étudiants apprennent que le chemin vers le succès est de suivre les instructions, de répondre aux attentes externes et de se conformer à des normes prédéterminées. L'initiative est souvent punie plutôt que récompensée. Remettre en question l'autorité est découragé. Le message sous-jacent est clair.
Votre rôle est de vous conformer, pas de créer. Ce schéma se poursuit à l'âge adulte. Les lieux de travail bureaucratiques récompensent le suivi des procédures plutôt que l'innovation. Les systèmes politiques encouragent le vote une fois tous les quelques années, plutôt que l'engagement civique continu. Les médias mettent l'accent sur des problèmes qui semblent trop grands et complexes pour l'action individuelle. Le résultat est un sentiment omniprésent que le changement significatif nécessite la permission des figures d'autorité. Les gens attendent que les dirigeants règlent les problèmes, que les employeurs reconnaissent leurs valeurs, que quelqu'un d'autre crée des opportunités. Cette attente devient une activité à vie, l'autonomie étant perpétuellement reportée. La technologie renforce souvent cette dépendance. Les algorithmes prennent des décisions sur les informations que vous voyez. Les logiciels déterminent vos options et vos choix. Les interfaces que vous utilisez vous guident vers des chemins préétablis plutôt que vers une véritable création. Les outils qui promettent la commodité délivrent souvent l'impuissance apprise comme effet secondaire involontaire. Les médias sociaux amplifient particulièrement cet effet. Ils créent l'illusion d'action à travers les likes, les partages et les commentaires, tout en se traduisant rarement par un changement matériel. Ils offrent le sentiment de connexion sans la vulnérabilité d'une relation réelle. Ils fournissent la sensation d'être informé sans la responsabilité d'être efficace. Cette impuissance systémique n'est pas seulement psychologique, elle est politique. Les structures de pouvoir bénéficient lorsque les populations croient que le changement est impossible. Elles prospèrent lorsque les gens canalisent la frustration dans la plainte plutôt que dans la création, lorsque le mécontentement devient divertissement plutôt qu'action. Comment se libérer le chemin vers le vrai pouvoir? Comprendre ces schémas est la première étape pour les briser. Une fois que vous reconnaissez le confort de la faiblesse, la mentalité d'esclave, les dynamiques de l'ombre et le piège de l'impuissance apprise, vous pouvez commencer le processus de récupération de votre pouvoir. Le voyage commence par un changement fondamental de mentalité. Arrêtez d'attendre la permission. Personne ne viendra vous sauver. Aucune figure d'autorité n'apparaîtra pour reconnaître votre potentiel et vous remettre la vie que vous méritez. La stratégie d'attente garantit une impuissance continue. Au lieu de cela, adoptez la perspective que vous avez déjà l'autorité de changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de diplôme, de validation ou d'approbation pour commencer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'exactitude. La capacité à initier le changement est votre droit de naissance, pas quelque chose accordé par les autres. Ensuite, rejetez le confort de la faiblesse. Cela nécessite de confronter combien de gains secondaires vous recevez de l'impuissance. Utilisez-vous la vulnérabilité pour éviter la responsabilité? Utilisez-vous les difficultés passées pour justifier les limitations actuelles? Choisissez-vous la familiarité de la lutte plutôt que l'incertitude du succès? La vraie force ne consiste pas à nier la vulnérabilité. Il s'agit de la traverser plutôt que d'y rester. Il s'agit d'utiliser les difficultés comme information plutôt que comme identité. Il s'agit de reconnaître que la croissance exige l'inconfort, que la réussite demande du risque, que l'épanouissement nécessite du courage. Puis, commencez le processus d'intégration de l'ombre. Commencez par remarquer vos réactions envers les personnes puissantes. Lorsque vous ressentez une colère inexplicable, de l'envie ou de la critique envers quelqu'un qui réussit, demandez-vous ce qu'il pourrait refléter en vous. Vos réactions émotionnelles les plus fortes pointent souvent directement vers vos qualités désavouées. Pratiquez l'expression des parties de vous-même que vous avez cachées.
Exprimez-vous lorsque vous resteriez habituellement silencieux. Établissez des limites là où vous acquiesceriez typiquement. Prenez de petits risques qui élargissent votre zone de confort. Ce ne sont pas des tactiques de faux semblants jusqu'à ce que vous y arriviez. Ce sont des étapes concrètes qui reconfigurent vos voies neuronales et votre concept de soi. Abordez l'impuissance apprise par une efficacité intentionnelle. Commencez par de petits défis gérables où vous pouvez expérimenter directement cause et effet. À mesure que vous construisez un historique d'action efficace, votre croyance en votre capacité grandit. Chaque démonstration d'agentivité crée un élan vers une plus grande autonomisation. Développez une résilience philosophique contre les messages culturels. Reconnaissez quand les médias, la publicité ou les groupes sociaux encouragent la dépendance plutôt que l'autonomie. Remettez en question les récits qui glorifient le statut de victime plutôt que l'agentivité. Examinez si les groupes auxquels vous vous associez élèvent votre potentiel ou ancrent vos limitations. Enfin, redéfinissez le pouvoir lui-même. Beaucoup de gens évitent le pouvoir parce qu'ils l'associent à la domination, l'exploitation ou la corruption. Mais le pouvoir authentique ne consiste pas à contrôler les autres. Il s'agit d'être l'auteur de votre propre vie. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Votre force peut élever ceux qui vous entourent, plutôt que de les diminuer. L'objectif n'est pas de devenir immunisé contre la vulnérabilité. C'est de devenir capable de choisir des défis significatifs plutôt que d'être défini par les circonstances. Conclusion, la force est un choix. En conclusion, souvenez-vous de ceci. Vous n'étiez jamais destiné à être faible. Vous n'avez pas été conçu pour l'impuissance. L'inconfort que vous ressentez dans votre état limité n'est pas une pathologie, c'est la santé. C'est votre vrai soi qui résiste aux contraintes que vous avez acceptées. Les traditions philosophiques que nous avons explorées aujourd'hui, de Nietzsche à Jung en passant par la psychologie moderne, pointent toutes vers la même vérité. Les êtres humains trouvent l'épanouissement à travers la croissance, la création et le dépassement de soi, et non par la sécurité, le confort ou la stase. Votre potentiel de force n'a pas disparu parce que vous l'avez nié. Il demeure en vous, attendant d'être reconnu. Les aspects de l'ombre de vous-même, votre ambition, votre pouvoir, votre capacité de leadership n'ont pas besoin d'être craints. Ils ont besoin d'être intégrés. Non pas pour dominer les autres, mais pour cesser de vous dominer vous-même par l'auto-sabotage inconscient. Les systèmes qui encouragent votre impuissance, qu'ils soient éducatifs, politiques, économiques ou technologiques, ne sont pas des faits immuables de la nature. Ce sont des constructions humaines qui persistent uniquement par la participation collective. Votre retrait de consentement compte. Votre choix de vivre différemment compte. La société vous a formé à être à l'aise avec la faiblesse, à craindre votre propre potentiel, à attendre la permission plutôt que de vous l'accorder vous-même. Mais maintenant, vous savez. Vous comprenez les mécanismes, les raisons, les schémas. Vous voyez la prison confortable pour ce qu'elle est. Maintenant, vous êtes confronté au véritable choix. Retournerez-vous au confort de la limitation? Ou accepterez-vous la responsabilité de la liberté? Continuerez-vous à externaliser votre pouvoir ou le récupérerez-vous? Resterez-vous défini par les circonstances ou deviendrez-vous l'auteur de votre expérience? Le chemin de la force n'est pas facile. Il exige du courage, de la constance et la volonté de se démarquer. Mais il offre quelque chose que la faiblesse ne pourra jamais offrir. La satisfaction profonde
de vivre en alignement avec votre plein potentiel, de devenir qui vous êtes vraiment, plutôt que qui vous avez été conditionné à être. Le choix vous appartient. La porte est ouverte. Allez-vous la franchir ?